Bien, bonsoir à tous. Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour cette séance du séminaire, Juliette Roussin. Juliette Roussin est athère au Collège de France. Elle est rattachée à l'Institut du monde contemporain. Elle a soutenu une thèse très brillante à l'automne dernier à l'Université de Paris 1, une thèse dont le titre était le suivant: Fonder la légitimité démocratique, conception majoritaire, constitutionnelle et épistémique de la démocratie. Bon, la valeur n'attendant pas le nombre des années, Juliette a déjà écrit de nombreux articles aussi argumentés qu'érudits sur les théories contemporaines de la démocratie, et notamment un article que j'ai remarqué sur la position très intéressante, bien que, et je pense qu'elle va justement nous en dire quelques mots, à certains égards problématiques, que défend David Estlund, à qui l'on doit d'avoir réfléchi et d'avoir fait réfléchir sur ce en quoi pourrait consister, dans le grand, si vous voulez, le grand ensemble de textes dont nous disposons aujourd'hui, étant donné le renouveau considérable des théories de la démocratie, en quoi pourrait consister donc une approche épistémique de la démocratie. Cette position, David Estlund l'a élaborée dans un nombre assez important d'articles, mais notamment donc, dans un livre qui a été traduit en français. Vous voyez, c'est celui-ci chez Hermann. Donc vous pourrez vous appuyer ensuite sur l'ouvrage à partir de ce que Juliette va nous dire sur la position qui est défendue par ce philosophe. Incontestablement, Estlund a une position importante, qui a obligé en effet à repenser toute une série de questions relatives non seulement à la nature procédurale ou substantielle de la démocratie, mais la question de savoir de quelle manière on pouvait introduire une approche épistémique et aussi éviter ce qu'il appelle quelquefois l'épistocratie et des formes d'autorité épistocratique. Voilà, mais sans plus attendre, je laisse donc, après l'avoir encore remercié d'avoir accepté mon invitation, la parole à Juliette Roussin pour son exposé. Merci encore. Merci beaucoup. Donc voilà, je suis très heureuse et honorée d'avoir l'occasion de présenter quelque chose devant vous aujourd'hui. Alors cette présentation, elle s'inscrit dans un travail en cours sur la théorie de la démocratie de David Estlund, qui est effectivement un philosophe politique américain ayant proposé une défense épistémique de la démocratie et de la légitimité des décisions démocratiques, qui figure parmi les plus systématiques que la théorie récente ait produite. La thèse d'Estlund est que la procédure démocratique est légitime et préférable aux autres modes de décision politique, et en particulier au gouvernement des experts, en vertu de certains traits qu'elle est seule à présenter. Elle tend, nous dit Estlund, à produire, en général, sur le long terme, de bons résultats politiques, d'une façon qui est acceptable par tous ceux à qui ces décisions s'appliquent. Autrement dit, c'est effectivement une conception épistémique de la démocratie que nous propose Estlund. Selon ces conceptions, de manière générale, la démocratie permettrait, en vertu de certaines caractéristiques propres, l'inclusion, la délibération, entre autres, de prendre de meilleures décisions politiques que les autres régimes. Meilleures pouvant signifier, dans la littérature sur la question, mieux informée, davantage tournée vers le bien commun, voire plus avisée, plus prudente, ou même moralement supérieure. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est ce dernier sens qui intéresse particulièrement Estlund. Donc on peut déjà remarquer que le sens de l'adjectif épistémique peut sembler un peu dévoyé. Ça n'est pas tellement le rôle de la connaissance en démocratie qui intéresse Estlund que la capacité des citoyens à prendre collectivement de bonnes décisions morales.
Alors, la conception épistémique d'Estlund, ce qu'il appelle le procéduralisme épistémique, se démarque effectivement d'une conception purement procédurale de la légitimité, puisqu'Estlund soutient que l'équité de la procédure démocratique de choix, le fait qu'elle traite équitablement tous les participants à la décision, n'offre qu'une raison faible, subsidiaire, insuffisante, de tenir la démocratie pour un mode de décision légitime. Et il souligne à l'inverse l'importance de la dimension épistémique dans le fondement de la légitimité démocratique. Alors, l'objet de cette présentation ne va pas être de discuter du bien fondé de la conception épistémique de la démocratie, ni de la thèse selon laquelle il faut prendre en considération certains éléments épistémiques ou substantiels dans l'évaluation de la légitimité des décisions démocratiques. L'objet de cette présentation, ça va être de s'interroger sur l'importance réelle du rôle de ces éléments épistémiques dans l'économie du raisonnement de David Estlund. Il va s'agir de suggérer que le procéduralisme épistémique accorde beaucoup moins d'importance à la vérité normative dans la justification de l'autorité démocratique que ce qu'il prétend. C'est-à-dire que ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que dans l'économie même du raisonnement d'Estlund, la légitimité démocratique ne peut tout simplement pas dépendre, pour l'essentiel, des bonnes performances épistémiques de la procédure démocratique. J'ai essayé de montrer que lorsqu'il s'agit d'établir la légitimité de la démocratie par rapport aux autres régimes, et notamment par rapport au gouvernement des experts, en réalité, la dimension épistémique joue un rôle très faible, et que c'est l'équité, que David Estlund dit pourtant reléguée à une place subalterne dans sa démonstration, qui joue le rôle déterminant. Alors, pour cela, je vais procéder en deux temps. D'abord, analyser le moment négatif de l'argumentation d'Estlund, qui consiste en réalité en la disqualification de la prétention des experts à exercer le pouvoir politique. C'est ce qu'il appelle la réfutation du sophisme expert-chef. Pour analyser ensuite le moment positif de défense du procéduralisme épistémique. Et en chaque cas, il va s'agir d'essayer de montrer comment la considération de l'équité intervient en sous-main comme argument décisif pour établir le caractère acceptable ou inacceptable du pouvoir politique, selon qu'il est démocratique ou épistocratique. Alors, Estlund cherche à démontrer que ce qu'il appelle une épistocratie, c'est-à-dire un gouvernement des sages ou une aristocratie compétente, ne peut jamais constituer une forme légitime de gouvernement. L'épistocratie se définit plus précisément comme un système politique dans lequel la détention du savoir suffit à elle seule à justifier l'exercice du pouvoir. Alors ce savoir, il peut indifféremment se comprendre comme intelligence, connaissance, comme sagesse, mais ce qui importe, c'est qu'il se distingue par deux caractéristiques. D'une part, ce savoir est une expertise, c'est-à-dire que c'est un savoir qui est spécialisé et qui est peu répandu. Et d'autre part, c'est un savoir qui est distinctement politique. C'est-à-dire qu'il porte sur ce que David Estlund appelle la vérité politique normative. On a donc affaire à un type bien spécifique d'expertise qui n'est pas ce qu'on entend d'habitude quand on parle des experts en politique. Les experts dont Estlund entend contester l'autorité politique disposent d'une expertise qui est morale ou politique au moins. C'est-à-dire qu'ils sont censés être supérieurement capables d'énoncer des normes politiques justes. Et ces normes politiques justes, elles sont à leur tour caractérisées comme des vérités. Donc la vérité politique normative dont il est question ici, j'y insiste, elle est bien spécifique. Elle n'est pas technico-scientifique, elle n'est pas prudentielle, elle est purement morale, c'est-à-dire qu'elle dit ce qu'il est juste que la communauté politique fasse. Alors ce que nous dit Estlund, c'est que l'inférence épistocratique qui conclut de l'expertise à l'autorité politique, c'est un sophisme. Et ce sophisme consiste à prendre les experts pour des chefs, c'est-à-dire à penser que du fait qu'un tel ferait un meilleur gouvernant, alors il est par cela même un gouvernant légitime. On pense donc que l'autorité politique lui revient de droit, légitimement. Donc on voit bien ici que la thèse épistocratique, c'est autant une thèse sur la nature de la légitimité politique que sur la distribution appropriée du pouvoir.
c'est parce que seules les bonnes décisions politiques sont légitimes que le pouvoir reviendrait de droit à ceux qui sont seuls capables de les prendre. Alors, plus précisément, la thèse épistocratique repose sur 3 prémices ou 3 principes, nous dit Estlund. Le premier, c'est le principe de la vérité. Ce principe pose qu'il existe des vérités morales et qu'il existe par conséquent des critères objectifs qui permettent d'évaluer la qualité normative des décisions politiques. Donc, premier principe, principe de la vérité. Deuxième principe, principe du savoir. Ce principe suppose qu'il il existe un petit nombre de personnes qui connaissent mieux ces critères que la plupart des gens. Et enfin, le troisième principe est ce que Estlund appelle le principe autoritaire, qui affirme que l'expertise normative de ces personnes les autorise à gouverner, et les appelle même à le faire. Alors, pour comprendre comment se met en place la stratégie réfutative d'Estlund, il faut se rappeler qu'il défend une approche épistémique de la démocratie. Or, dans une telle approche, les décisions démocratiques tirent en partie leur légitimité de ce que ce sont de bons choix politiques, de ce qu'elles sont donc justes ou correctes, autrement dit qu'elles correspondent à ou qu'elles réalisent ces vérités politiques normatives dont il a été question il y a un instant. Par conséquent, Estlund adhère pleinement au premier principe de la thèse épistocratique. Il soutient qu'on ne peut pas se passer de l'idée qu'il existe des critères appropriés, à l'aune desquels les choix collectifs peuvent être jugés comme plus ou moins bons sur un plan politique ou moral. Cette idée, nous dit Estlund, est indispensable pour pouvoir penser quelque chose comme un intérêt public et pour être en mesure tout simplement de condamner certains choix politiques comme odieux ou absolument injustifiables. Nier à cet égard l'existence de la vérité normative, ça reviendrait à sombrer dans ce qu'il appelle le nihilisme politique, c'est-à-dire à considérer que toutes les conceptions et décisions politiques se valent, et donc à tenir pour objectivement indifférente l'obtention de tel résultat politique, l'avancement de tel résultat politique plutôt que tel autre. Alors, une remarque ici, d'après Estlund, parler de vérité normative n'implique pas nécessairement d'adhérer à une ontologie morale lourde, disons. Puisqu'il évite, nous dit-il, de se prononcer entre les diverses positions métaéthiques. Existe-t-il ou non des faits moraux? Les jugements politiques sont-ils affaire de connaissances ou de sentiments? Tout ceci le laisse de côté. En adoptant une conception minimale, nous dit-il, de la vérité, telle que, si la proposition, par exemple, l'esclavage est injuste, est vraie, alors l'injustice de l'esclavage est une vérité politique normative. Donc, on comprend qu'il définit minimalement l'objectivité de la vérité par l'indépendance de cette vérité par rapport à l'opinion actuelle, au moins, des individus. Donc voilà, Estlund n'a rien à redire à la première prémisse ou au premier principe. Ce qui est sans doute plus étonnant, peut-être plus étonnant, c'est qu'il nous dit que ça n'est pas non plus le principe du savoir, ça n'est pas non plus par ce principe du savoir que l'inférence épistocratique pèche. D'après lui, on peut difficilement nier que certaines personnes se montrent plus sages, plus savantes ou plus compétentes que d'autres dans le domaine des affaires politiques, et qu'elles connaissent ou qu'elles perçoivent mieux, en ce sens, la vérité politique normative que les autres. Il va même plus loin, il nous dit qu'il est tout à fait certain que la sagesse politique est inégalement répartie entre les individus, et que certaines personnes en sont significativement mieux pourvues que d'autres. Alors, il précise, on n'a pas besoin pour cela de postuler l'existence d'une sorte d'élite morale de type gardien platonicien qui disposerait d'un accès privilégié ou infaillible même à la vérité morale. Il suffit d'admettre que certains jouissent d'une connaissance ou d'un jugement politique, c'est-à-dire, encore une fois, distinctement normatif, supérieur à la moyenne. D'accord, donc ça n'est pas non plus en niant la réalité de l'expertise politique ou normative que l'on va réussir à bloquer l'inférence épistocratique. La réfutation va donc se concentrer sur le troisième principe, le principe autoritaire. Alors comment s'y prend Estlund ?
on peut déjà donner l'objection sous sa forme générale. Estlund nous dit, eh bien, de ce que certains savent mieux que d'autres ce qu'il faut faire pour assurer un bon gouvernement, il ne s'ensuit pas qu'ils aient un titre particulier à exercer le pouvoir politique. C'est ce que résume la formule frappante. Vous pouvez bien avoir raison, mais qu'est-ce qui fait de vous le chef ? L'expertise politique, en d'autres termes, ne justifie en aucun cas l'autoritarisme épistémique, c'est-à-dire la répartition du pouvoir politique en raison de la seule compétence morale. Pourquoi ? Eh bien parce que, on est toujours dans l'objection sous sa forme générale ici, parce que pour être légitime, l'autorité politique doit satisfaire un critère d'acceptabilité générale, nous dit Estlund, c'est-à-dire que son exercice doit pouvoir être justifié en des termes que tous, ou plus exactement que tous les points de vue qualifiés, peuvent juger acceptables. Autrement dit, aucune objection qualifiée ne doit pouvoir être opposée à l'exercice du pouvoir politique. Alors, que sont ces points de vue qualifiés ? La qualification ici ne renvoie pas à une compétence politique ou à une compétence morale particulière, encore moins à une maîtrise technique ou scientifique, c'est plutôt l'idée que certaines opinions politiques sont trop déraisonnables pour être considérées sérieusement ou charitablement, pour être prises en compte. Donc, par exemple, Estlund nous dit que les considérations qui sont ouvertement racistes, misogynes, nazies, etc., ne peuvent pas compter comme des objections qualifiées. De même, les arguments qui procèdent d'une mauvaise foi calculée sont par là même disqualifiés. Mais hors de là, une objection qu'on dira fausse, c'est-à-dire qui est fondée sur une appréhension erronée de la réalité politique ou sur une conviction morale qui est critiquable, demeure une objection qualifiée à l'exercice du pouvoir politique. Donc voilà, ce qui tient Estlund tient à éviter un recoupement exact entre objection vraie et objection qualifiée. Le domaine de la qualification est plus large. Donc Estlund nous dit que toute autorité politique légitime doit passer le test de l'acceptabilité générale ou qualifiée, et que justement, c'est là-dessus que l'inférence épistocratique, et plus précisément son principe autoritaire, viennent buter. Parce que même s'il existe des critères de la vérité politique, premier principe, même s'il existe des sages plus en mesure que d'autres de saisir cette vérité, deuxième principe, eh bien néanmoins, il est possible que leur statut de sage ne soit pas généralement acceptable au sens requis par la justification politique. Plus exactement, et c'est ce que dit Estlund dans la première citation de l'exemplier dont vous disposez normalement, ce principe autoritaire semble faire bien peu de cas de l'exigence d'acceptabilité générale, dans la mesure où il suppose que dès lors qu'il existe réellement des experts, ceux-ci ont un titre à gouverner. Or, une justification qui s'appuie sur le fait ou le fait vrai que quelqu'un est un expert n'est pas pour cela admissible au regard de critères d'acceptabilité générale. Le statut de cet individu en tant qu'expert doit de plus être à l'abri d'un rejet qualifié. Donc, si on dit les choses très simplement, une conviction politique n'a pas assez de sa vérité pour faire autorité, il faut encore qu'elle soit acceptable. Et cette exigence d'acceptabilité, elle vaut pour toute proposition politique et pour toute prétention à exercer le pouvoir politique. Donc, elle s'applique à la conclusion de l'inférence de l'épistocrate. Or, il n'est pas acceptable que de l'expertise découle l'autorité, et par conséquent, l'inférence n'est pas valable. Voilà le raisonnement d'Estlund résumé en 3 secondes. Alors, le raisonnement sous cette forme, il semble clair et sans appel. Mais en fait, si on regarde d'un peu plus près les choses, il apparaît que cette exigence d'acceptabilité, elle fait jouer 2 considérations distinctes. Et que par conséquent, l'objection contre l'épistocratie, elle recouvre 2 arguments distincts auxquels Estlund fait alternativement appel pour les besoins de sa démonstration, puis sans trop le dire. Dans la citation que je viens de lire, il est assez difficile de déterminer pourquoi l'expertise ne constitue pas un titre à gouverner qui serait acceptable. Est-ce que c'est parce que l'expertise n'est pas reconnue par tous, et donc pas admise comme une raison qui obligerait tous les points de vue qualifiés ? Ou bien est-ce que c'est parce que, en principe, l'expertise n'est pas un fondement légitime de l'autorité politique ? Selon le cas, l'argument n'est pas du tout le même. Dans le premier cas,
apparemment, il suffirait que l'expertise d'un tel fasse consensus parmi les membres du groupe pour que le pouvoir politique lui revienne de façon légitime, ce qui, à l'évidence, fragilise sérieusement l'argument. Dans le second cas, le caractère non controversé de l'expertise ne garantirait pas pour autant l'accès au pouvoir politique, mais pour des raisons, cette fois, qui peineraient à convaincre un partisan de l'épistocratie. Donc, je vais essayer de montrer de façon un peu détaillée que la réfutation qu'offre Estlund de la thèse épistocratique ne peut en réalité fonctionner que grâce à cette ambiguïté fondamentale quant au statut de l'acceptabilité, et donc à ce va-et-vient argumentatif entre les deux acceptions. Pour comprendre comment opère la réfutation d'Estlund, on va essayer de démêler plus systématiquement l'argument de la controverse, c'est l'acceptabilité au sens 1, de reconnaissance publique, et celui du fondement de l'autorité, donc l'acceptabilité au sens 2. La manière la plus simple de comprendre l'argument de l'acceptabilité et la réfutation du sophisme expert-chef consiste à souligner que l'expertise sur laquelle le pouvoir politique est censé se fonder est de nature trop controversée pour permettre cette fondation. Alors Estlund y recourt explicitement à cet argument quand il fait valoir que l'autorité des experts n'est pas acceptable parce que leur qualité même d'expert, leur statut même d'expert est contestable. Donc même si le savoir politique dont les experts se réclament est objectivement vrai et peut être connu de certains, eh bien il n'est pas reconnu de tous, nous dit Estlund, dans une communauté politique qui est marquée par une certaine diversité. Alors, l'argument de la diversité, qu'est-ce que c'est ? On peut supposer que Estlund a en tête ici une société organisée selon des positions socio-économiques différentes, traversée par différentes opinions politiques et par un certain pluralisme des doctrines morales et religieuses. Et dans une telle société, nous dit-il, eh bien, il est inévitable que s'élève un désaccord qualifié sur ce qui constitue la vérité politique et sur ses critères. Et donc, par suite, la reconnaissance des experts et de leur qualification fait elle-même l'objet de controverses. Donc, des personnes qualifiées sont toujours susceptibles de mettre en doute le bien fondé de l'expertise politique, et bien plus, elles auront d'assez bonnes raisons de le faire. Leurs objections à l'expertise seront, sinon vraies, du moins qualifiées. De façon générale, Estlund nous dit donc que les experts ne sont pas suffisamment identifiables pour pouvoir légitimement prétendre un pouvoir politique sur leurs semblables, sur les autres. Il est impossible, nous dit-il, de connaître les savants. Alors, on pourrait objecter ici à Estlund que son raisonnement semble frappé d'incohérence, puisque, en affirmant le statut toujours incertain des experts, il semble contredire frontalement le principe du savoir qu'il vient d'endosser, selon lequel, je vous le rappelle, il existe à n'en pas douter des experts dans les matières normatives. Alors Estlund ne voit aucune contradiction sur ce point, puisqu'il nous dit que dire que l'expertise politique est publiquement inacceptable, ça ne revient ni à mettre en cause son objectivité, ni à nier que certains sont capables de prendre de meilleures décisions politiques que d'autres. Simplement, il se trouve qu'il n'est pas possible d'identifier sans conteste qui sont les experts politiques. Et par conséquent, il n'est pas acceptable de leur confier le pouvoir. Donc on voit clairement ici que c'est plutôt sur une difficulté épistémique, plus que politique, que se heurte la prétention de l'expert, de la prétention épistocratique. La connaissance des experts est sujette à caution, leur identité est nécessairement douteuse, et c'est ça qui interdit de conclure à leur autorité. Alors, un autre point important pour nous, c'est que Estlund insiste sur le fait que l'exigence d'acceptabilité n'est pas en elle-même démocratique, contrairement à ce qu'une lecture trop rapide pourrait laisser croire. Autrement dit, la démocratie, ça n'est pas le seul régime politique acceptable, le seul régime politique à passer le test de l'acceptabilité, ou en tout cas, ce test n'est pas construit au départ a priori, de façon à disqualifier toutes les formes de régime, à l'exception d'une distribution démocratique du pouvoir. Au contraire, c'est ce que dit Estlund dans la deuxième citation, il laisse ouverte la possibilité que des organisations non démocratiques puissent apparaître justifiables devant tous les points de vue qualifiés. D'accord, donc les propositions en faveur de l'égalité de pouvoir ne sont pas les seuls arguments politiques acceptables par tous.
Autrement dit, et c'est crucial pour nous, au moins dans sa première version, le critère de l'acceptabilité ne s'oppose pas par principe à l'inférence épistocratique. Si il se trouvait que les critères de l'expertise fassent consensus, si l'identité des experts ne faisait pas de doute, alors l'épistocratie, dans cette première version de l'argument, pourrait apparaître comme une forme d'organisation politique légitime, justifiable devant tous les points de vue qualifiés. Alors, pour illustrer ce point, Eslund nous donne un exemple. Il nous propose d'admettre l'hypothèse selon laquelle, parmi la diversité des systèmes religieux, il en existe un qui correspond à la religion véritable. Donc il existe une vraie religion. Aux yeux d'un épistocrate, il est clair que ce sont les vrais croyants qui doivent exercer le pouvoir politique, nous dit Eslund, et l'exercer selon les vérités religieuses auxquelles ils ont accès. Mais si nous faisons l'hypothèse supplémentaire à présent que cet épistocrate adhère à un autre système religieux que celui qui est le vrai par hypothèse, eh bien que va-t-il faire ? Certainement, il va s'opposer à ce qu'on confie le pouvoir aux vrais croyants. Et ce, non pas parce qu'il récuse le principe épistocratique sur lequel se fonderait leur autorité, mais parce qu'il ne reconnaît pas leur expertise ou leur savoir comme une expertise fondée, ou un savoir véritable. C'est le sens de la troisième citation. Dans cette citation, Eslund s'adresse en fait à l'épistocrate pour essayer de lui démontrer le caractère irrésistible de l'argument de l'acceptabilité, en son premier sens. Et donc il dit le fait qu'ils soient, pour ainsi dire, des experts, donc ces religieux adeptes de la vraie religion, le fait qu'ils soient, pour ainsi dire, des experts concourt sans aucun doute à ce que vous acceptiez qu'ils vous gouvernent. Mais en l'occurrence, vous ne vous rendez pas compte qu'ils en sont. Un tel doute semble empêcher le mouvement d'inférence de leur expertise vers leur autorité. Le problème n'est pas vraiment que vous n'avez pas consenti, et nous ne sommes pas en train de supposer que le consentement serait nécessaire au gouvernement légitime. La question concerne ce que vous croyez. Vous ne croyez pas qu'ils soient des experts. Alors, dans cette version-là de l'argument de l'acceptabilité, il est clair que le problème n'est pas tant qu'il serait inacceptable de fonder le pouvoir sur le savoir, mais que ce savoir se dérobe toujours à une désignation certaine. Encore une fois, si les vrais croyants passaient pour des experts auprès de l'ensemble des points de vue qualifiés, peut-être dans une société moins diverse, alors leur pouvoir serait de ce fait même légitime. Peu importe que ceux sur qui ils s'exercent y aient ou non consenti. Donc, dans cette version-là de l'argument, dès lors que l'expertise est indubitable, rien ne s'oppose à ce qu'elle fonde l'autorité. Et sous cette première forme, la réfutation de la thèse épistocratique n'est donc qu'hypothétique, elle n'est que conditionnelle. Elle est suspendue à l'existence d'un désaccord à propos de l'identité des experts. D'accord, donc d'où vient ce désaccord et surtout, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est inévitable dans la théorie d'Eslund ? Eh bien, ce dernier ne donne pas vraiment de réponse à ces questions. Il ne donne que des explications parcellaires des facteurs du désaccord et surtout, il ne cherche pas à en assurer la pérennité en principe. Autrement dit, il se trouve que nous ne sommes pas d'accord sur l'identité des experts politiques et apparemment, c'est tout ce qui nous garantit contre l'avènement de leur gouvernement. Pour être plus exact, Eslund avance 2 considérations pour expliquer que le désaccord sur les experts risque de demeurer indépassable. La diversité sociale déjà évoquée et la différence entre les jugements factuels ou scientifiques d'une part et les jugements moraux d'autre part. Plus exactement, en fait, il s'appuie sur les attitudes différentes que nous adoptons, d'après lui, face à ces 2 types de jugements. Eslund nous dit qu'il serait déraisonnable, qu'il serait même insensé de nier la théorie d'un physicien confirmé au prétexte qu'elle contredit ce qui nous apparaît ou ce que nous croyons spontanément. Alors qu'il n'est pas irrationnel de notre part de refuser notre assentiment à une proposition morale si les raisons de la tenir pour vraie ne nous apparaissent pas.
nous avons toujours le loisir, nous avons toujours le droit de rejeter comme douteuse la proposition morale d'un autre, fût-il une autorité morale réputée, le prêtre du village, même un expert moral infaillible, si cette proposition n'est pas étayée par des raisons qui nous convainquent intimement. Estlund prend, il me semble, ou en tout cas on peut prendre l'exemple de la licéité de l'avortement. Voilà. Je ne suis pas convaincu, donc je n'ai pas à... même si l'autorité morale a 100% de chances d'être dans le vrai, je ne suis pas tenue de changer d'avis si je suis en désaccord, puis si les raisons à l'appui de son avis ne m'apparaissent pas. Donc, contrairement au jugement de connaissance, dont on peut accepter la validité sans savoir ce qui les fonde, nous dit Estlund, eh bien, les jugements moraux ne peuvent pas être adoptés d'autorité. Pour que je m'y range, tout jugement moral doit obtenir mon assentiment, c'est-à-dire devenir mien par le truchement d'arguments qui me sont accessibles et qui soient pour moi persuasifs. Alors, évidemment, cette différence marquée entre la vérité morale et la vérité de fait est discutable. On sait que l'investigation scientifique est elle aussi chargée de valeur et qu'il n'y a pas de place pour une certitude absolue, même dans les sciences physiques. Donc là, on peut considérer quand même qu'Estlund s'appuie sur une conception un peu simple de la vérité scientifique pour servir son propos. Mais même si on admettait cette conception, le problème et qu'Estlund ne donne jamais la raison de cette asymétrie entre les jugements moraux et les jugements factuels. C'est-à-dire qu'il n'explique pas pourquoi, en fait, nous sommes autorisés à mettre en doute la proposition morale d'un expert, alors que nous ne sommes pas autorisés, enfin, qu'il serait insensé de notre part de mettre en doute la théorie physique d'un expert non moral, mais d'un physicien. Cette asymétrie entre les deux types de jugements, ou les attitudes que nous avons face à ces deux types de jugements, elle est d'autant plus troublante que, par ailleurs, Estlund assume un réalisme moral au moins minimal, qui lui permet de poser l'existence de vérités normatives. Il nous dit oui, elles existent objectivement, et puis qui lui permet aussi d'affirmer qu'il existe des personnes plus qualifiées ou plus douées que d'autres pour saisir ces vérités. Du coup, dans cette version de l'argument de l'acceptabilité, on ne comprend pas ce qui autoriserait en fait, à ne pas déférer à l'avis de l'expert moral. Si son statut est bien attesté par ses succès passés, et s'il est établi que des vérités morales existent, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire une distinction ici entre l'expert moral et le physicien ? Estlund ne nous le dit pas. C'est-à-dire, il semble que pour récuser définitivement l'épistocratie, dans le cadre de cet argument, il faudrait soutenir que la controverse autour de la vérité politique et de l'identité de ces experts est absolument indépassable, et non pas contingente ou hypothétique. Qu'est-ce qui la rendrait absolument indépassable ? Eh bien, soit la nature même des affaires politiques. Là, on soutiendrait, selon une approche antiréaliste, que non, les affaires politiques n'admettent pas d'être appréhendées en termes de vérité et de fausseté objective. Ou alors, eh bien, ce seraient nos capacités finies dans la saisie de ces affaires qui rendraient le désaccord sur l'identité des experts indépassable. Là, on adopterait une approche sceptique. Mais Estlund, étant donné qu'il a admis les deux premières prémices de l'inférence épistocratique, à savoir le principe de la vérité et le principe du savoir, c'est interdit d'emprunter aucune de ces deux voies, la voie antiréaliste comme la voie sceptique. À partir du moment où on admet qu'il existe des vérités morales et que nous pouvons les connaître, on ne comprend pas pourquoi l'expertise morale devrait être particulièrement sujette à controverse. En tout cas, on n'a aucune raison particulière de tenir cette controverse autour des experts pour principielle ou raisonnable. Donc, si on résume, dans cette première version de l'argument, le désaccord sur l'identité des experts apparaît au mieux comme contingent et au pire comme injustifié. Ça semble aussi irrationnel que quand on refuse l'opinion du physicien, l'opinion informée du physicien. Donc, par conséquent, si c'est injustifié, eh bien, ce désaccord est négligeable. D'autre part, et surtout, il n'est pas clair, toujours dans cette première version, en quoi l'inférence épistocratique constituerait un sophisme. L'inférence, ici, elle est tenue en échec par quoi ? Par un doute factuel, mais le mouvement déductif est en soi correct. En l'état, tout semble indiquer qu'il est légitime que les plus sages nous gouvernent lorsqu'ils sont reconnus comme tels.
lorsque, par exemple, la religion catholique apparaît à l'ensemble de la population, ou de la population qualifiée, comme la vraie religion. Donc dans l'absolu, le principe autoritaire n'est pas contredit par cette première version du critère d'acceptabilité. Dans cette version, dès qu'on admet la prémisse 1 et la prémisse 2, eh bien, le troisième principe peut suivre. Alors, peut-être que Estlund perçoit cette faiblesse dans l'argumentation. Toujours est-il qu'à d'autres moments de son argumentation, il réintroduit dans l'exigence d'acceptabilité la dimension du consentement que la troisième citation avait congédié comme hors de propos. Le problème n'est pas vraiment que vous n'avez pas consenti. Donc il réintroduit cette dimension du consentement, et en faisant cela, il renoue avec l'idée qu'il est inacceptable de fonder le pouvoir sur la seule détention d'un savoir, aussi vrai et avéré soit-il. Donc dans cette deuxième version, l'exigence d'acceptabilité, elle ne porte plus sur l'expertise comme telle, ça n'est plus l'expertise qui est ou non acceptable, mais sur le pouvoir que l'expertise peut ou non conférer. L'argument ici va être que la vérité d'une position morale ne donne pas le droit par elle-même de l'imposer par la force. Et ce, non pas parce que la position en question serait controversée, parce qu'elle serait toujours douteuse, etc., mais tout simplement parce que le pouvoir ne découle pas du savoir politique ou de l'expertise morale. Donc c'est bien un argument distinct. Dans cette version de l'argument d'acceptabilité, le véritable fondement de l'autorité politique n'est pas la détention d'un savoir, mais le fait d'être acceptable par tous ceux qui y sont soumis. Alors, en fait, ça n'est que si on prend l'acceptabilité dans cette acception qu'un certain nombre d'affirmations contenues dans le livre d'Estlund peuvent faire sens. C'est par exemple le cas de la citation 4. Il n'y a pas d'expertise qui soit généralement acceptable au sens pertinent, même si l'expertise en question est bien attestée. Alors, si on revient au cadre de la première interprétation du critère d'acceptabilité générale, on ne comprend pas ce que cette phrase veut dire. Parce qu'il est incompréhensible que l'expertise soit à la fois bien attestée et toujours contestable. Par contre, l'affirmation fait parfaitement sens si on comprend le réquisite d'acceptabilité comme exigeant de fonder l'exercice du pouvoir politique sur le consentement raisonnable de ceux auxquels il s'applique. Attendez, Google s'est activé tout seul. Donc c'est exactement le sens de la question que j'ai déjà citée. Vous pouvez bien avoir raison, mais qu'est-ce qui fait de vous le chef ? Donc même si l'expertise morale et politique de certains individus était de notoriété publique, absolument indubitable et hors de doute, elle ne leur conférerait pas naturellement ou automatiquement le droit d'exercer le pouvoir politique coercitif sur les citoyens et en leur nom. Donc, dans cette seconde acception, l'exigence d'acceptabilité, en définitive, c'est une variante du principe de légitimité qu'a énoncé John Rawls dans Libéralisme politique. Et de fait, Estlund y renvoie. Ce principe, dans Libéralisme politique, pose que parce que le pouvoir politique est coercitif, il doit s'appliquer de façon à ce que tous les citoyens puissent publiquement y souscrire à la lumière de leur propre raison humaine commune. On peut également lire ce principe comme un principe de priorité de l'acceptable sur le vrai, si vous voulez. Le critère pertinent pour évaluer le droit d'un individu quelconque à exercer une autorité politique, ça n'est pas son accès privilégié à la vérité morale ou politique, mais c'est l'assurance que son pouvoir sera acceptable par l'ensemble de ceux qui y sont soumis. Et Estlund renchérit, quand la vérité ne peut pas remplir ces conditions, elle n'a aucune autorité politique. Donc, on peut comprendre ce principe rawlsien de légitimité comme un principe qui trace une distinction de droit entre l'autorité experte, morale ou scientifique, d'une part, et l'autorité proprement politique, d'autre part. La première, l'autorité morale, elle va découler naturellement, entre guillemets, du mérite ou des succès dont une personne est créditée, et donc elle n'implique aucune obligation d'obéissance,
La seconde, par contre, l'autorité politique, précisément parce qu'elle est coercitive et qu'elle a valeur d'obligation, eh bien, elle ne peut jamais faire l'économie d'une sanction procédurale. Autrement dit, elle ne peut pas s'exercer sans avoir été reconnue au préalable, c'est-à-dire instituée ou désignée comme telle par une procédure quelconque d'autorisation. Dans l'argument d'acceptabilité seconde version, si on peut dire, on retrouve la même logique. Ici, la médiation qui va permettre de conférer l'autorité politique, c'est précisément le test d'acceptabilité par les points de vue qualifiés. Autrement dit, le test d'acceptabilité que prévoit Estlund vient court-circuiter toute logique de déférence politique, telle que le pouvoir politique serait ou devrait être automatiquement reconnu à toute personne douée d'une expertise politique ou morale supérieure, encore une fois, même bien attestée, même publiquement reconnue. Alors, j'ai dit il y a un instant que dans le principe rawlsien de la légitimité politique, on peut considérer que l'acceptable prime sur le vrai. Cette formule, elle ne convient pas vraiment pour caractériser la position d'Estlund, dans la mesure où celui-ci cherche à montrer contre Rawls précisément que l'exigence d'acceptabilité est elle-même un principe vrai, et non pas seulement acceptable. Alors pourquoi tous ces raffinements ? Il y a une raison, c'est que Estlund veut convaincre l'épistocrate de la valeur de son argument. Et donc il a besoin d'affirmer la vérité du principe d'acceptabilité pour pouvoir rallier l'épistocrate à sa cause, en quelque sorte. Parce qu'à l'évidence, la seconde formulation de l'argument de l'acceptabilité, elle constitue une réfutation beaucoup plus solide de l'épistocratie que la première, qui se fondait simplement sur la controverse autour de l'expertise. Mais elle a un inconvénient, cette seconde formulation, c'est qu'elle se fonde sur un principe qui est par définition dénué de toute validité aux yeux des épistocrates, c'est l'acceptabilité. Pour l'épistocrate, qui aspire à un pouvoir conforme à la vérité, l'acceptabilité, même qualifiée, ne saurait constituer un fondement valable de l'autorité politique. Or, Estlund ne veut pas renoncer à convaincre l'épistocrate de la validité de son argument. Alors, comment s'y prend-il pour essayer de rallier l'épistocrate ? Eh bien, comme on le fait généralement dans ces cas-là, il essaie de trouver un terrain commun au raisonnement épistocratique et à l'argument de l'acceptabilité. Et donc, le raisonnement d'Estlund, là, c'est que si l'épistocrate est aussi attaché qu'il le prétend au règne de la vérité en politique, alors il devra nécessairement se rallier au critère d'acceptabilité générale, en tant que ce critère constitue lui-même un critère vrai de la légitimité politique. C'est la 5e citation, la vérité, et que les justifications doivent être acceptées par tous les points de vue qualifiés. Alors, en disant cela, Estlund cherche à prouver à l'épistocrate que sa propre conception de la légitimité est erronée. Il est faux, nous dit-il, qu'on puisse légitimement recourir à la force publique pour imposer aux citoyens des propositions morales et politiques certes vraies, des décisions politiques certes correctes, mais qui ne sont pas acceptables par l'ensemble des points de vue qualifiés. Et par conséquent, son amour de la vérité oblige l'épistocrate à céder à l'impératif de l'acceptabilité, qui est la seule mesure politique, la seule mesure valable d'un pouvoir politique légitime. Alors, est-ce que les épistocrates seront convaincus par le raisonnement d'Estlund ici ? Il me semble assez clair que non, parce que certes, l'épistocrate aime la vérité, et sa théorie de la légitimité politique lui ménage une place centrale à cette vérité, mais ce dont il se soucie avant tout, évidemment, c'est d'attribuer le pouvoir à ceux qui connaissent la vérité. Donc l'important, c'est que les détenteurs du pouvoir connaissent et réalisent la vérité politique, et c'est ce principe de légitimité qui est le vrai pour un épistocrate, pas le principe d'acceptabilité. En fait, le problème, c'est que Estlund ne dit jamais pourquoi son critère d'acceptabilité est le vrai. Et donc, ne le disant pas, il ne fournit à l'épistocrate aucune raison valable
de renoncer à sa propre conception du fondement de la légitimité du pouvoir politique. Il nous dit, autrement dit, il nous dit que la thèse épistocratique est irrecevable parce qu'elle ne satisfait pas le critère libéral rawlsien de la légitimité politique, mais cet argument lui-même reste irrecevable pour les tenants de l'épistocratie. Bon, cela étant dit, le fait de ne pas parvenir à convaincre les épistocrates, ça n'affaiblit pas forcément la réfutation ni la valeur du principe d'acceptabilité. Il serait assez facile de faire valoir que la posture épistocratique elle-même forme un point de vue inacceptable ou disqualifié et que son opposition au principe d'acceptabilité n'a par conséquent pas à être prise en compte. Je voudrais donc me concentrer sur une autre objection qui est plus dommageable, il me semble, et qui met en lumière le rôle indispensable, mais occulté, de l'équité ou de quelque chose comme l'attention équitable accordée à la capacité de jugement politique des individus dans le raisonnement d'Estlund sur la fondation légitime de l'autorité. Et cette objection, elle part d'une question. Est-ce que Estlund parvient finalement à réfuter l'inférence épistocratique ? D'un certain côté, c'est indéniable. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en adoptant le principe rawlsien de légitimité, c'est-à-dire l'acceptabilité au sens 2, il affirme l'obligation pour tout expert, comme pour tout prétendant à l'autorité politique, de se soumettre au test du consentement qualifié. Et donc, en tant qu'elle soutient que le savoir confère automatiquement le pouvoir, l'épistocratie est immédiatement défaite ici, puisqu'elle est contrainte de faire passer sa prétention au pouvoir par la médiation du consentement. En un autre sens, cependant, il est tout à fait possible que le gouvernement des experts soit légitime, pour peu qu'il passe le test de l'acceptabilité générale, toujours au sens 2. Autrement dit, si elle n'essuie aucune objection qualifiée, si elle est consentie, la proposition épistocratique du gouvernement des plus savants peut tout à fait donner lieu à un exercice légitime, acceptable de l'autorité politique, d'après le critère de la légitimité défendu par Estlund. On aurait quelque chose alors comme un pacte social à la Hobbes. Tous consentent à transférer définitivement leur pouvoir ici aux experts politiques. Pour que la réfutation soit complète ou pour que l'inférence soit sophistique, il faudrait qu'il y ait encore une fois une raison de principe qui fasse barrage à l'acceptabilité de la thèse épistocratique. Or, précisément, Estlund n'en avance aucune et il soutient au contraire, nous l'avons dit, que rien ne s'oppose en principe à ce que des formes non démocratiques de répartition du pouvoir politique s'avèrent acceptables par tous les points de vue qualifiés. Donc la seule raison qui vient faire obstacle aux prétentions de l'épistocrate à gouverner, selon Estlund, elle tient finalement au caractère publiquement douteux de son expertise. Autrement dit, alors même qu'il fait appel au principe rawlsien pour penser le fondement légitime de l'autorité, Estlund ne l'illustre jamais que par l'argument de la controverse, par l'acceptabilité au sens 1. Et donc en faisant cela, il rabat la seconde acception de l'acceptabilité sur la première. Et il fait finalement de la seule identification des experts, dans toute sa contingence, dans toute sa factualité, la pierre de touche de leur autorité politique. Donc il me semble, à ce compte, que la réfutation que propose Estlund du sophisme expert-chef ne permet pas de dissiper entièrement la perspective d'un gouvernement des experts. Pas plus qu'elle ne contredit de façon définitive la prétention épistocratique à la légitimité. Alors qu'est-ce qui manque à la réfutation de l'épistocratie pour être inattaquable ? L'hypothèse ici, c'est qu'il manque un maillon à la démonstration d'Estlund. Et ce maillon, c'est la notion d'équité de la procédure de décision, ou alors d'égalité dans la distribution du pouvoir, qui permettrait, en l'occurrence, de balayer définitivement les prétentions épistocratiques. Quand il entreprend de réfuter l'épistocratie, Estlund ne mentionne jamais l'équité. Et de façon générale, il entend montrer que cette notion ne joue qu'un rôle très secondaire dans la fondation de l'autorité politique. Il tient ce qu'il appelle le procéduralisme équitable, selon lequel les décisions démocratiques sont légitimes en vertu de l'équité de la procédure qui les a produites. Il tient ce procéduralisme équitable pour indigent et absurde, parce que, nous dit-il, si nous pensions vraiment que ce qui rend une décision légitime,
c'est le fait qu'elle a été prise par une procédure qui traite équitablement ceux qui y sont soumis, eh bien, nous nous contenterions de prendre toutes nos décisions politiques en tirant à pile ou face. Et le fait que nous insistions, au contraire, pour participer collectivement à la décision politique, à l'élaboration du choix, c'est bien, selon Estlund, le signe que nous pensons pouvoir contribuer par là à améliorer la qualité de la décision commune. Donc, autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est d'abord la teneur ex post des décisions, c'est-à-dire la qualité des résultats politiques auxquels la procédure donne lieu, et non pas son équité ex ante. Alors, très bien, il me semble cependant que dans l'économie même du raisonnement d'Estlund, la notion d'équité est absolument nécessaire, que ce soit pour fonder la légitimité d'un pouvoir politique, ou au contraire, pour attester de son illégitimité, comme c'est le cas avec l'épistocratie. Dans cette perspective, si le mode de gouvernement épistocratique est inacceptable, au second sens que nous avons dégagé, c'est bien parce qu'il consiste en une organisation inéquitable ou inégalitaire du pouvoir politique. Organisation dans laquelle certains se trouvent définitivement privés de la capacité de prendre les décisions qui les affectent, tandis que d'autres concentrent entre leurs mains le pouvoir de décision et les moyens de coercition. Autrement dit, le caractère équitable ou inéquitable de la distribution du pouvoir politique, elle sert de pivot à l'acceptabilité. C'est ce qui justifie, en l'occurrence, même si l'expertise d'un tel était bien attestée aux yeux de l'ensemble des citoyens, eh bien, ceux-ci ne consentiraient pas à lui céder le pouvoir politique de façon permanente. Et il me semble donc que, faute de reconnaître ce point, Estlund n'est pas en mesure de réfuter l'épistocratie de façon absolument concluante ou autrement que conditionnellement. Alors, ce rôle pivot de l'équité, dans l'argument de l'acceptabilité, il apparaît encore plus clairement, il me semble, quand Estlund entreprend de démontrer positivement, cette fois, que l'autorité politique légitime est de nature démocratique. Et c'est ce que je voudrais montrer bien plus brièvement maintenant. Donc Estlund entend fonder l'autorité de la démocratie sur ce qu'il appelle le procéduralisme épistémique. La démocratie est une forme de pouvoir légitime d'après le procéduralisme épistémique parce que c'est un procéduralisme. Les décisions démocratiques tirent au moins une part de leur légitimité de ce qu'elles ont été produites selon la procédure appropriée. En gros, le vote au suffrage universel égal précédé de délibération. Mais c'est aussi un procéduralisme épistémique et non pas équitable. Donc la procédure joue un rôle important dans l'établissement de décisions démocratiques légitimes, mais pas en vertu de son équité. C'est ça qu'Estlund veut dire. Pas en vertu du traitement égal qu'elle réserve à chacun. L'équité ne contribue que faiblement, nous dit-il, à fonder la légitimité et la valeur d'obligation de la procédure démocratique. D'où, du coup, la procédure tire-t-elle l'essentiel de sa légitimité ? Eh bien, de sa tendance à produire des décisions substantiellement correctes. Je cite Estlund. Autrement dit, lorsqu'elle est conçue de façon appropriée, la procédure démocratique tend à déboucher sur des lois et des décisions justes ou correctes au regard de critères qui sont indépendants d'elle. Et c'est cette tendance-là qui rend la démocratie ou la procédure démocratique légitime. Ces deux aspects du procéduralisme épistémique, ils sont résumés ils sont exposés dans la 6e citation que je vous laisserai lire de votre côté pour aller un peu plus vite. Et c'est cette dernière affirmation, l'idée que c'est la tendance de la procédure démocratique à produire des résultats substantiellement corrects ou justes, c'est cette dernière affirmation que je voudrais contester. À mon sens, à l'intérieur même du cadre normatif qui est défini par Estlund, elle ne rend pas véritablement compte des fondements de l'autorité démocratique. Alors pour le montrer, il faut regarder un peu précisément comment Estlund entend fonder l'autorité légitime de la procédure démocratique par rapport à tout autre régime.
Pour cela, il doit faire appel à un critère antidémocratique de légitimité dont nous sommes bien familiers, puisque c'est bien sûr le critère d'acceptabilité générale. La démocratie, nous dit-il, passe le test de l'acceptabilité parce que sa valeur épistémique fait l'objet d'une reconnaissance publique. Autrement dit, aucun point de vue qualifié ne peut avancer de bonnes raisons contre la mise en œuvre d'une procédure démocratique, ni surtout ne peut mettre en doute ses qualités épistémiques. Donc, selon ce raisonnement, la démocratie est légitime parce que sa tendance à favoriser les bonnes décisions politiques est elle-même publiquement attestée, c'est-à-dire qu'elle passe le test de l'acceptabilité au sens 1 ici. Alors, comment comprendre cela? C'est-à-dire comment expliquer que la valeur épistémique de la procédure démocratique fasse consensus, alors même que celle d'un gouvernement d'experts, nous l'avons vu, est toujours sujette à caution? Eh bien, c'est que les décisions que la procédure démocratique produit sont évaluées à l'aune d'un ensemble de normes qui fournissent bien des critères substantiels de validité indépendants, mais qui doivent néanmoins être généralement acceptables pour faire autorité. Autrement dit, les critères d'évaluation des décisions démocratiques sont eux-mêmes généralement acceptables. Et ils ne valent comme critères que parce qu'ils le sont, et non pas parce qu'ils sont vrais, contrairement à ce qui était le cas dans l'hypothèse épistocratique. Donc on voit bien, là, avec cette clarification, que la vérité normative joue un rôle beaucoup moins important dans la justification politique que ce qu'il pourrait sembler au départ. La vérité normative n'a pas de validité ni de force politique, indépendamment du caractère acceptable de ses implications pour chacun. Et bien plus, cette minoration du rôle de la vérité s'assortit d'une réintroduction en sous-main de l'équité, évidemment ça va de pair, dans l'argument en faveur de l'autorité de la démocratie. On peut en effet se demander pourquoi le fait que les citoyens parviennent à s'accorder sur une conception généralement acceptable des normes morales et politiques, pourquoi cela devrait constituer un argument en faveur de la démocratie plutôt que de l'épistocratie. Qu'est-ce que je veux dire ? On pourrait très bien penser finalement que les plus sages sauront mieux que l'ensemble des citoyens ordinaires ou que leurs représentants prendre des décisions conformes à cette conception généralement acceptable et généralement partagée des justes principes de la communauté politique. Rien n'indique qu'un gouvernement des experts ne réaliserait pas une telle conception partagée de la justice mieux qu'une organisation démocratique. Et au contraire d'ailleurs, on sait que pour David Estlund, l'épistocratie a une valeur épistémique supérieure à celle de la démocratie. Donc, à partir du moment où il admet qu'une conception de la justice peut être publiquement acceptable, la supériorité épistémique de l'épistocratie, sa tendance plus marquée à gouverner conformément à cette conception, devrait elle aussi pouvoir, sans difficulté, recueillir l'assentiment des points de vue qualifiés. Alors, ces remarques montrent, me semble-t-il, que la légitimité de la démocratie, sa capacité à passer le test de l'acceptabilité générale, là où les régimes politiques de type épistocratique échouent, ne tient pas seulement, ni même essentiellement, en réalité, à la valeur épistémique publiquement reconnue à ces procédures, contrairement à ce que soutient Estlund. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir conclure définitivement à la supériorité de la démocratie sur l'épistocratie, il a besoin d'un argument supplémentaire, et d'un argument qui n'est pas épistémique, d'un argument précisément qui fasse appel à la notion d'équité procédurale. Si la démocratie est légitime et si l'épistocratie ne l'est pas, c'est bien parce que tout régime dans lequel les citoyens ne peuvent revendiquer une part égale aux décisions qui les concernent est généralement inacceptable. Sans cette considération, il ne serait pas possible, dans le raisonnement d'Estlund, de désigner la démocratie comme le meilleur régime, parmi ceux qui sont généralement acceptables, parce que ces vertus épistémiques n'y suffiraient pas. Autrement dit, l'équité des procédures démocratiques, qu'Estlund va présenter de façon stratégique comme une raison bien faible d'obéir aux décisions qu'elles produisent, constitue en réalité l'argument décisif à l'appui de la légitimité de la démocratie et de sa supériorité par rapport à toutes les variantes de l'épistocratie. Il ne s'agit pas de dire pour autant que le caractère équitable et inclusif de la procédure démocratique suffit
à son tour à fonder la légitimité de la démocratie. Et Stlund stipule très clairement que si cette procédure s'avérait tendanciellement injuste, elle ne serait pas légitime. Donc les deux composantes, épistémiques et équitables, sont sans doute nécessaires à l'établissement de la légitimité. L'enjeu ici, c'est simplement de reconnaître que la démocratie est généralement acceptable non seulement en vertu de sa valeur épistémique, mais aussi en tant que procédure équitable. Et surtout que c'est ce dernier trait qui la rend acceptable là où les régimes épistocratiques ne le sont pas. C'est cet élément-là qui la rend préférable à l'épistocratie. Donc la faiblesse des considérations d'inclusion et d'égalité dans la défense de la procédure démocratique demande à ce compte à être sérieusement relativisée, dans la mesure où, lorsqu'il s'agit d'établir la supériorité de la démocratie sur l'épistocratie, encore une fois, ce sont en définitive ces considérations qui fournissent à Stlund, qu'il le veuille ou non, son argument décisif. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.